Que fait une fille comme ça en première classe? Elle fait de la contrebande? C'est ce que murmura l'hôtesse de l'air avant d'arracher la trousse de secours d'un adolescent noir silencieux. Maya Vance, 16 ans, se rendait à Stanford pour une occasion unique. Mais en plein vol, à 18 km d'altitude, ses médicaments vitaux furent jetés comme des ordures par quelqu'un qui avait vu sa peau avant de consulter son dossier médical. L'hôtesse ignorait qui était le père de Maya, et ignorait que son acte imprudent allait clouer le vol au sol, susciter l'indignation nationale et déclencher une tempête judiciaire. Le bourdonnement du Boeing 777 était censé être une berceuse du progrès ou une promesse argentée déchirant l'immensité bleue du Midwest américain. Pour le docteur Julian Vance, ce son offrait une distraction bienvenue au battement de son cœur. Il jeta un coup d'œil à sa fille Maya, assise près du hublot. Sa tête reposait contre l'acrylique frais du triple vitrage, ses yeux parcourant le patchwork de terres agricoles vertes et dorées en contrebas. Un léger sourire serein se dessinait sur ses lèvres. Pour tout autre passager, elle n'était qu'une adolescente jolie, avec ses tresses complexes encadrant un visage en forme de cœur, perdu dans l'émerveillement du vol. Mais Julian perçut le tremblement subtil, presque imperceptible, de ses mains, la pâleur sous sa peau brune et chaude. Il vit une guerrière qui avait lutté contre son propre corps pour obtenir une trêve fragile. Ce voyage était un pèlerinage d'espoir. Maya, brillante étudiante passionnée d'astrophysique, avait obtenu une bourse provisoire pour l'université de Stanford. C'était l'aboutissement d'années passées à étudier dans des chambres d'hôpital entre deux séances de tutorat, d'examens passés dans un brouillard de douleurs et de médicaments. La dermatomyosite juvénile avait été une cruelle voleuse ou une maladie auto-immune rare qui lui avait volé la capacité de marcher, d'écrire et même d'avaler. Mais une nouvelle thérapie biologique que Julian avait contribué à développer en tant qu'immunologiste pédiatrique lui avait redonné la vie. Elle lui avait redonné ce rêve. Leur médicament n'était pas qu'un simple flacon de pilules. C'était un ensemble de seringues pré-remplies contenant une solution protéique sur mesure, à conserver au frais. Perdre cette température, et ces délicates chaînes protéiques se défraient, la rendant inutilisable. Pour la remplacer, il ne suffisait pas d'appeler une pharmacie, il fallait un laboratoire spécialisé, des jours de préparation et un prix comparable à celui d'une voiture d'occasion. Cette petite pochette isotherme grise nichée dans le bagage à main de Maya avait plus de valeur que tout ce qu'il possédait. Julian avait vérifié chaque détail 3 fois ce matin-là, lettre du médecin, ordonnance, carte de notification de la TSA, le tout rangé dans une pochette plastique bien rangée. C'était un homme qui ne laissait rien au hasard, surtout pas la santé de sa fille. « Ça va, ma chérie » murmura-t-il, sa voix suffisamment basse pour ne pas réveiller sa femme Anaïs, somnolente sur le siège côté couloir. Maya se détourna de la fenêtre, ses yeux sombres brillants. « Plus que bien, papa. Je n'arrive pas à croire que c'est vrai. Et si je rencontrais le docteur Evans? Son article sur les lentilles gravitationnelles est le sujet de toute ma thèse de licence. » Le cœur de Julian se serra. « Tu vas le charmer à mort, dit-il avec un sourire. Mais ne commence pas à lui corriger les maths. » Elle rit, un rire doux à ses oreilles. À cet instant, suspendu entre ciel et terre, il se laissa aller à croire que le pire était derrière eux. Le charme fut rompu par le fracas du chariot à boissons et une voix saccadée résonna dans la cabine. « Les bagages à main doivent être entièrement sous le siège devant vous, monsieur. » « Jusqu'au bout, pas à moitié. » Julian leva les yeux. Une hôtesse de l'air, coiffée d'une coupe blonde sévère et portant un badge, clair, s'adressa à l'homme de l'autre côté de l'allée. Son sourire, un trait fin et peint, n'atteignait pas ses yeux bleus froids et scrutateurs. Il y avait une pointe d'amertume chez elle, une impatience lasse couvée sous son vernis professionnel. 1 heure après le décollage, Maya ressentit cette douleur familière dans ses articulations. « Papa » murmura-t-elle en fronçant les sourcils, « je crois que j'ai besoin de ma dose de l'après-midi un peu plus tôt. » La pression artérielle, peut-être. « Pas de problème » répondit aussitôt Julian d'un ton calme. « On le fera juste après le service. » Au passage du chariot, il croisa le regard de Claire. « Excusez-moi, mademoiselle ? Ma fille a besoin de médicaments. Pourriez-vous avoir un verre d'eau, s'il vous plaît ?» Son regard passa de Julian à Maya, puis au sac posé à ses pieds. « Tous les passagers seront servis à tour de rôle, » dit-elle avec une indifférence à peine voilée. « Je comprends, » répondit poliment Julian. « Mais le temps presse. Nous vous en serions très reconnaissants. » Claire soupira théâtralement, puis versa une tasse d'eau, en la faisant couler un peu sur le plateau en le lui tendant. « Voilà. » « Merci, » dit Julian,
ignorant son impolitesse. Il aida Maya à tirer la pochette sur ses genoux. Tandis qu'elle ouvrait la fermeture et Claire discrète, Claire, qui n'avait parcouru qu'une rangée, se retourna, les yeux plissés. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle d'une voix aiguë. Maya tressaillit. « C'est ma trousse à pharmacie. » Claire entra dans leur rangée, bloquant l'allée. « Laissez-moi voir » ordonna-t-elle. Julien sentit un déclic en lui. L'homme calme et hostile au conflit s'éloigna, remplacé par le protecteur féroce. « Ce ne sera pas nécessaire » dit-il doucement mais fermement. « C'est un médicament à température contrôlée pour ma fille. J'ai tous les documents nécessaires ici, si vous souhaitez les consulter. » Claire l'ignora, se concentrant entièrement sur Maya, qui semblait maintenant terrifiée, serrant la pochette comme une bouée de sauvetage. « Madame, je dois inspecter ce sac » insista-t-elle d'une voix plus forte. « Nous avons une politique stricte concernant les liquides et les substances inconnues à bord. Vous auriez dû déclarer cela. » « C'est déclaré, » rétorqua Julien, la voix durcie. « C'est une nécessité médicale, approuvée par la TSA. Vous n'êtes pas autorisé à l'inspecter. » Mais Claire agissait selon ses propres préjugés. Elle examina Maya ou une jeune noire portant une pochette discrète et y vit une menace. « Monsieur, si vous ne coopérez pas, je devrais faire intervenir le capitaine, » lança-t-elle, le visage rouge. « Vas-y » osa Julien. Avant qu'il ne puisse présenter les documents qui démantèleraient ses prémices, Claire fit quelque chose d'impensable, elle se pencha, rapide et agressive, et arracha la pochette grise des mains tremblantes de Maya. « Et » s'écria Maya, un son de choc et de violation pure. « Je vais prendre ça » dit Claire triomphalement, tenant le sac en l'air comme un objet de contrebande. À ce moment-là, ce qui avait commencé comme du racisme s'est terminé par un jugement qu'aucune compagnie aérienne ne pouvait échapper. Nous verrons ce que le capitaine a à dire à ce sujet. Elle pivota sur ses talons et se dirigea vers l'avant de l'avion, laissant derrière elle un silence stupéfait. Julien, Annelise et Maya restèrent figés un instant, la violation suspendue entre eux. Le ronronnement sourd du moteur devint soudain menaçant, le fragile espoir qui avait rempli leur petit coin de cabine fut brisé, et à sa place, une terreur froide et terrifiante commença à s'installer. La bataille pour la santé de Maya, un combat qu'il pensait gagner, venait d'être relancé à 18 km d'altitude par une femme dotée d'un peu de pouvoir et d'une bonne dose de préjugés. Le monde semblait se réduire à l'espace entre les rangées 14 et 15. Le bruit ambiant de la cabine tout, clic d'ordinateur portable, murmure de conversation s'estompa en un grondement sourd aux oreilles de Julien. Toute son attention était focalisée sur le dos de l'hôtesse de l'air, Claire Thornton, qui s'éloignait, disparaissant à travers le rideau dans le galerie, serrant la vie de sa fille dans ses bras. « Julien, que s'est-il passé » La voix d'Annelise était un murmure aigu, son esprit embrumé par le sommeil essayant de digérer l'agression dont il venait d'être témoin. Elle tendit la main et prit celle de Maya. Maya tremblait, les yeux écarquillés, fixés sur le rideau de la cuisine, scintillant de larmes retenues. Elle la prit, murmura Maya, la voix brisée. Une rage froide et pure envahit Julien. C'était un sentiment qu'il éprouvait rarement, sa vie était faite de contrôle, de réactions mesurées, de calculs minutieux. Mais la vue de la peur de sa fille et l'audace infondée des actions de l'hôtesse de l'air dépassèrent tous ses réflexes. Il savait que perdre son sang-froid ne ferait que valider le récit de Claire, on le dépeindrait comme l'homme noir en colère, agressif et indocile. Il devait être plus intelligent. Il devait être plus froid. Il déboucla sa ceinture. « Restez ici », dit-il à Annelise et Maya, d'une voix basse et ferme qui trahissait la tempête qui le rongeait. « Je vais la récupérer. » Alors qu'il se levait, une main lui toucha doucement le bras. C'était l'homme de l'autre côté de l'allée, celui que Claire avait réprimandé plus tôt. Un homme blanc d'âge moyen, au regard bienveillant et à l'expression lasse. « Fais attention, mec, dit-il doucement. Elle est en plein délire. » J'ai tout vu, s'était déplacé. Julien lui fit un bref signe de tête appréciateur. Je sais. Il marchait vers l'avant de l'avion, ses longues enjambées résolues. Chaque pas était une lutte contre l'envie de courir, de crier, d'arracher le rideau. Il sentait le regard des autres passagers braqués sur lui. Il n'était plus le docteur Vance, père dévoué et immunologiste respecté, c'était un homme noir imposant qui marchait résolument vers le cockpit, et il était parfaitement conscient de la façon dont cela pouvait être perçu. Il s'arrêta devant le rideau de la cuisine, prit une profonde inspiration et le repoussa. La scène était pire qu'il ne l'aurait imaginé. Claire se tenait aux côtés d'une autre hôtesse de l'air plus âgée, la première, à en juger par son uniforme.
Claire parlait avec animation, gesticulant avec sa pochette grise. Ils ont refusé de me montrer, sont devenus agressifs. Regardez ce truc. C'est suspect. Aucune étiquette. Ça pourrait être n'importe quoi ou une sorte de drogue. Je parie qu'ils ont fait preuve de malice en faisant ça juste après notre passage avec le chariot. La chef de cabine, une femme aux yeux fatigués et au nom de Sarah inscrit sur son badge, écoutait avec un froncement de sourcils inquiet. Mais avant qu'elle puisse répondre, Claire se tourna vers le broyeur à déchets de la cuisine, une petite goulotte étanche menant à un compartiment extérieur. D'un mouvement de poignet, elle l'ouvrit. Les secondes qui suivirent devinrent une éternité pour Julian, c'était comme regarder un accident de voiture au ralenti. Il vit l'intention, l'éclat d'autosatisfaction dans son regard. Non, résonna la voix de Julian dans l'espace confiné. Il se précipita en avant, mais c'était trop tard. Après un dernier regard méprisant à la bourse, Claire la laissa tomber dans la goulotte. Il y eut un léger cliquetis métallique lorsqu'elle tomba, puis le silence. Le médicament avait disparu. L'air quitta les poumons de Julian. La rage qu'il avait si soigneusement contenue s'évapora, remplacée par une terreur sourde et écœurante. Ce n'était pas seulement un sac, c'était 4 seringues d'un produit biologique sur mesure, un traitement irremplaçable et vital d'une valeur de $18 000. C'était la mobilité de Maya, sa santé, son rêve de Stanford, tout cela éjecté de l'avion dans le vide. Claire se retourna, un air suffisant et définitif. C'est éliminé conformément au protocole de la FAA pour les substances potentiellement dangereuses non identifiées. Julian la fixa du regard. Il sentit un calme étrange et troublant l'envahir, le calme d'une certitude absolue, celui d'un homme qui venait de voir son ennemi franchir une ligne sans retour. « Que as-tu fait » dit-il, sa voix à peine murmurée mais portant le poids de 1000 tempêtes. Sarah, la responsable des services, semblait horrifiée. Son regard allait du visage blême de Julian à celui, provocateur, de Claire. « Claire, tu ne l'as pas fait. Tu l'as jeté. » « J'ai suivi la procédure, » insista Claire, malgré une pointe d'incertitude sur son visage. La profonde désolation qui se lisait sur le visage de Julian n'était clairement pas la réaction qu'elle attendait d'un passeur de drogue arrêté. « Tu n'as rien suivi, » dit Julian d'une voix plus forte. « Tu as suivi tes propres préjugés, tes propres suppositions. Au cours des 10 dernières secondes, tu as commis un acte d'une telle négligence que tu es incapable d'en saisir les conséquences. » Il sortit son téléphone de sa poche, ses mains bougeant avec une rapidité maîtrisée. Il fit apparaître le PDF de la lettre du médecin, l'ordonnance, la composition chimique du médicament biologique, la carte de notification de la TSA. Il approcha l'écran du visage de Sarah. « Voici, » dit-il d'une voix tremblante de fureur contenue, « c'est ce que vous venez de jeter. C'était le médicament de ma fille de 16 ans pour une dermatomyosite juvénile, un produit biologique thermosensible. Sans lui, elle rechutera dans les 48 heures. Elle souffrira d'une grave inflammation musculaire, de douleurs invalidantes et d'une faiblesse progressive. D'ici une semaine, elle pourrait être de nouveau en fauteuil roulant. Vous n'avez pas jeté une substance, vous avez jeté son avenir. » Sarah pâlit en parcourant le document. Son regard passa du téléphone à Julian, puis à Claire, son expression masquant une horreur naissante. « Oh mon Dieu, Claire » souffla-t-elle. La suffisance de Claire disparut, remplacée par une peur pâle et défensive. « Il ne m'a pas montré, il était agressif, il a refusé de coopérer, j'ai essayé de te montrer. » balbutia Claire. Julian rugit, ses derniers remords s'effondrant enfin. « Je t'avais dit que j'avais des papiers. Tu ne t'intéressais pas aux papiers, tu voulais exercer ton autorité pathétique et fugace sur un enfant. Tu as vu une famille noire, tu as vu un sac mystérieux, et tu as écrit toute une histoire dans ta tête. Tu as choisi d'agir en fonction de cette petite histoire répugnante plutôt que de suivre ta formation. » Il fit un pas en avant, sa taille et sa prestance dominant l'espace restreint. « Je suis le docteur Julian Vance. Je suis immunologiste pédiatrique à Johns Hopkins. J'ai été consultant pour les essais cliniques qui ont permis de développer ce médicament. Je connais les protocoles de transport mieux que vous ne connaissez les consignes de sécurité de cet avion. Et vous, dans votre infinie sagesse, venez de mettre en danger un enfant dont j'ai la charge. » Il reporta son regard brûlant sur Sarah. « Je dois parler au capitaine immédiatement, et j'ai besoin que tu récupères ce sac. » Sarah se tordit les mains, son sang-froid professionnel complètement perdu. « On ne peut pas. C'est la chute à déchets. Elle est externe. Elle a disparu.
Ce n'est pas comme les déchets de l'avion, elle a disparu. Julien fut à nouveau frappé par la fatalité de la situation, un choc physique. Il appuya une main contre la paroi de la cuisine, le monde s'inclinant légèrement sur son axe. Il sentit les vibrations des moteurs à travers la structure de l'avion, un cruel rappel qu'il continuait de foncer, loin de toute possibilité de récupération, loin de toute aide. Il ne s'était jamais senti aussi impuissant, mais dans cette impuissance, une nouvelle résolution commença à se former, dure et acérée comme un diamant. Ils avaient pris la santé de sa fille et l'avaient jetée à la poubelle. Il pensait que c'était fini. Il se redressa, son regard s'accrochant à celui de Claire Thornton. La peur était désormais palpable dans ses yeux, mais elle ne lui procurait aucune satisfaction, il ne ressentait qu'une détermination sinistre et glaçante. « D'accord, dit-il, le mot suspendu dans l'air, lourd d'une menace inexprimée. Tu ne peux pas le récupérer, mais tu vas faire atterrir cet avion. » Sarah secoua la tête. « Monsieur, on ne peut pas simplement éviter le vol. »« Vous n'écoutez pas, dit Julien, la voix retombant dans un calme mortel. Je ne vous demande pas de vous dérouter, je vous dis ce qui va se passer. Vous avez créé une urgence médicale dans cet avion, et je vous tiendrai tous responsables. Maintenant, appelez votre commandant. » Il se retourna et traversa le rideau, laissant les deux hôtesses de l'air face aux conséquences de leurs actes. Les passagers qui avaient entendu la confrontation le fixaient, leur visage exprimant un mélange de curiosité, de sympathie et d'inquiétude. Il les ignora tous. Julien s'assit à côté de Maya, qui pleurait maintenant en silence, le visage enfoui dans l'épaule d'Annalisa. Il lui prit la main, glacé. « Tout ira bien, Maya, mentit-il, sans savoir si ce serait le cas. Papa va arranger ça. » Mais en contemplant le ciel bleu indifférent, il comprit qu'il s'agissait d'une solution différente. Il ne s'agissait plus de médecine, mais de justice. L'hôtesse de l'air avait agi. C'était maintenant son tour, et il ne serait pas tendre. Le chemin du retour vers son siège fut le plus long de la vie de Julien. Chaque regard lui semblait une accusation, une question silencieuse, « Pourquoi as-tu laissé cela arriver ?» Il s'enfonça dans le tissu usé du siège, un piètre coussin contre les aspérités de sa réalité. Annalisa le regarda, les yeux écarquillés par la question à laquelle il ne pouvait pas encore répondre. « C'est parti, dit Julien, ces mots ayant un goût de cendre. Elle l'a jeté ? » Le visage d'Annalisa se décomposa, un son aigu et blessé lui échappa avant qu'elle ne l'étouffe. Sa formation de directrice d'école, l'instinct de rester calme en cas de crise se réveilla, mais Julien vit la terreur dans son regard. Ils savaient tous deux exactement ce que cela signifiait, le barrage soigneusement construit pour contenir la maladie de Maya venait d'être dynamité. Maya leva son visage strié de larmes et sanglota. « Pourquoi ? » ?»« Parce que c'est une idiote, » murmura Julien, une amertume qui lui était étrangère. Il serra la main de Maya, essayant de lui insuffler une force qu'il ne ressentait pas, « Ce n'est pas de ta faute, ma puce. C'est de leur faute. » Et on n'a pas fini. Quelques minutes plus tard, Sarah, l'hôtesse de l'air en chef, apparut à leur rang. Son visage était pâle, son sourire professionnel avait disparu, remplacé par un masque crispé et nerveux. À côté d'elle se tenait un homme vêtu d'une chemise de pilote blanche impeccable, 4 galons dorés sur les épaules, le commandant Michael Corian. Son visage impassible, à la mâchoire carrée, était censé inspirer confiance, mais ce jour-là, il exprimait la lassitude et l'agacement. « Docteur Vance, » commença le capitaine, sa voix grave et baritée étant conçue pour ne pas porter. « Mon assistant principal m'informe qu'il y a eu un malentendu. » Julien sentit une nouvelle colère monter au mot « malentendu », comme s'il s'agissait simplement d'une dispute concernant un choix de repas. Il garda une voix calme et précise. « Commandant, votre hôtesse de l'air, Claire Thornton, a illégalement confisqué les médicaments thermosensibles, indispensables à ma fille. Elle a ignoré mes demandes de documents fédéraux et médicaux, puis les a volontairement détruits en les jetant dans une poubelle extérieure. Ce n'est pas un malentendu, mais une série d'actes délibérés, négligents et discriminatoires qui ont mis ma fille en danger médical. » Les yeux du commandant Corian brillaient d'impatience. Il avait l'habitude d'être aux commandes, d'avoir une parole définitive. « Je comprends votre contrariété, » dit-il avec condescendance, mais Claire m'a remis son rapport. Elle affirme que vous n'avez pas respecté les règles et que la nature de l'incident n'était pas claire. Nos hôtesses de l'air sont formées pour privilégier la sécurité de l'avion avant tout. La sécurité de l'avion, rétorqua Julien, l'incrédulité perceptible. De quoi ? D'une jeune fille de 16 ans atteinte d'une maladie auto-immune ?
ces médicaments représentaient une menace aussi grande que mes lunettes. Votre hôtesse ne faisait pas de la sécurité sa priorité, elle cédait à des préjugés. Ce faisant, elle a créé un danger bien plus tangible. Nous ne pouvons pas simplement croire chaque passager sur parole quant à ce qu'il y a dans son sac, a rétorqué le capitaine en croisant les bras. C'est le protocole, mais seulement quand ça arrange, répondit Julian, sa patience se transformant en une vive colère. Il tendit son téléphone au toujours affichant la lettre médicale vers Corian. Le capitaine y jeta un coup d'œil rapide, parcourant à peine le texte. « Docteur, je suis désolé pour la situation, mais l'article a disparu. Je ne peux rien y faire maintenant. Nous sommes à 2 heures de l'atterrissage à San Francisco, je suis sûr que vous pourrez obtenir une ordonnance une fois arrivé. » Son ignorance était à couper le souffle ou une dernière brique dans le mur d'indifférence qu'il construisait autour de Maya. Annalisa, restée silencieuse jusqu'alors, prit la parole, la voix tremblante d'une fureur sourde. « Capitaine, ce n'est pas comme perdre un flacon de paracétamol. Ce médicament est fabriqué sur mesure dans un laboratoire spécialisé à Baltimore. Impossible d'obtenir une ordonnance, sa préparation prend plus d'1 semaine et coûte des milliers de dollars la dose. Il n'y a pas une seule pharmacie à San Francisco, ni dans toute la Californie, qui puisse nous le fournir. » Le masque impassible de Corian tressauta. Il réalisa que la situation était plus complexe qu'il ne l'espérait, mais sa priorité demeurait inchangée. « Que voulez-vous que je fasse » demanda-t-il, l'exaspération perçant sa voix. « Faites demi-tour » a exigé Julian. « Nous n'avons pas assez de carburant pour retourner à New York, alors déroutez-vous vers la grande ville la plus proche dotée d'un centre médical important au Chicago, Denver ou n'importe où. Nous devons atterrir et emmener Maya chez un spécialiste qui pourra prendre en charge la situation en attendant de trouver un moyen de lui procurer ses médicaments. Nous devons commencer à téléphoner dès maintenant. » Le commandant de bord secoua la tête, l'air résolu. « Je ne déroute pas cet avion pour une situation non critique. Un déroutement nécessite un danger clair et immédiat pour la vie d'un passager. D'après ce que vous me dites, l'état de votre fille est stable. Nous poursuivrons notre route vers San Francisco comme prévu, notre équipe au sol pourra vous y assister. » C'était un mur de pierre, un refus total de reconnaître l'urgence qu'ils avaient créée. Pour lui, Maya n'était pas une personne, mais un problème, sa souffrance potentielle dans quelques heures était un concept abstrait, moins réel que son horaire de vol. Julian le fixa du regard, une froide prise de conscience s'imposait, il s'en fichait. Les règles, les protocoles, le vernis du service client, tout disparaissait face aux responsabilités et aux désagréments. Il se protégerait, même en cas de faute catastrophique. Il n'était qu'un passager noir en colère qu'il devait gérer jusqu'à ce qu'il soit confié à l'équipe au sol anonyme. Il regarda Maya. Son visage était pâle et stoïque, mais il pouvait voir la terreur qu'elle essayait de dissimuler où elle avait déjà connu des rechutes. Elle savait que le feu s'abattait sur ses muscles, que la fatigue la noirait. Et cet équipage la propulsait droit dans ce brasier, refusant même de ralentir. À cet instant, Julian Vance, le médecin calme et rationnel, prit une décision. Il avait essayé de respecter leurs règles, politesse, logique, preuve à l'appui. Il l'avait accueilli avec mépris, condescendance et abdication totale de leurs responsabilités. Très bien. Il arrêterait de jouer leur jeu. Il commencerait à jouer le sien. Il regarda le capitaine Corian droit dans les yeux. Le père suppliant avait disparu. Le passager furieux avait disparu. À sa place se tenait quelque chose d'autre, quelque chose auquel le capitaine n'était pas préparé. « Capitaine Corian » dit Julian, sa voix presque chuchotée, mais chargée d'une autorité déconcertante qui fit instinctivement se redresser le pilote, soyons clairs, pour éviter tout malentendu. Vous avez 2 options. Première option, vous contactez votre répartiteur, déclarez un problème médical et déroutez cet avion vers l'aéroport le plus proche. Nous nous en occuperons ensuite. Il marqua une pause, laissant planer le silence. Puis, le regard fixe, il poursuivit, deuxième option, je serai contraint d'invoquer la réglementation contre vous. En tant que médecin et tuteur légal, je déclare ma fille, passagère de cet avion, médicalement inapte à poursuivre le vol en raison des agissements de votre équipage. Je vous informe officiellement, en tant que commandant de bord, que vous transportez sciemment une passagère dans une situation médicale critique, prévisible et évitable, dont votre compagnie aérienne est seule responsable. Il se pencha légèrement en avant. Si vous poursuivez votre route, je veillerai à ce qu'à l'atterrissage, tous les organismes de réglementation, de la FAA au ministère des Transports,
sache que le commandant Michael Corian et Hassan ont délibérément décidé de mettre en danger un enfant. Je mettrai tout en œuvre, tant sur le plan juridique que médical, pour faire de ce moment un tournant dans votre carrière et la réputation de votre compagnie aérienne. La mâchoire du capitaine se crispa. Ce qui avait commencé comme une simple plainte s'était transformé en une menace directe et articulée, enveloppée dans un langage de responsabilité et de réglementation. Julien n'était plus seulement un père en colère, c'était un adversaire redoutable qui connaissait les règles aussi bien qu'eux. Avant que Corian ne puisse répondre, une nouvelle voix perça l'attention. Une jeune femme assise au siège 16C, qui avait observé silencieusement l'échange, brandit son téléphone. « Pour votre information, capitaine, dit-elle d'une voix claire et posée, je diffuse cette conversation en direct depuis 5 minutes. Environ 80 000 personnes nous regardent. » Ces mots tombèrent dans l'affrontement comme une allumette dans une flaque de kérosène. Le capitaine Corian tourna brusquement la tête vers elle, les yeux écarquillés d'incrédulité. La femme la vingtaine, cheveux roses vifs, anneau au nez la fixa simplement, son téléphone immobilisé. Son pseudo était visible, Justice Gessa. Enregistrement, bégaya Sarah, l'hôtesse de l'air en chef, horrifiée. En direct, la corrigea Gessa calmement. Il y a une différence. Ce n'est pas un enregistrement que je peux supprimer, il est là, en ce moment même. Les commentaires sont, eh bien, vous pouvez imaginer. Julien ressentit une lueur d'espoir inattendue. La bataille privée dans l'allée 14 venait d'être rendue publique de la manière la plus explosive qui soit. Le mur d'indifférence soigneusement construit par la compagnie aérienne était diffusé en temps réel à un public immense et invisible. L'agacement stoïque de Corian se transforma en panique à peine contenue. La situation dépassait le cadre d'un problème interne à gérer et à enterrer avec un bon et un accord de confidentialité. C'était un véritable désastre de relations publiques virales, se déroulant à 10 600 mètres d'altitude. « Éteins ça », ordonna-t-il en désignant Gessa du doigt. C'est contraire à la réglementation fédérale d'enregistrer les membres d'équipage sans leur consentement. En fait, non, répondit Gessa, imperturbable. La réglementation de la FAA interdit toute interférence avec les tâches de l'équipage, mais aucune loi fédérale n'interdit l'enregistrement en avion, tant que je ne perturbe pas et que je reste à mon siège. Plusieurs lois d'État, dont celle de Californie, où nous allons, imposent le consentement d'une seule partie pour les conversations publiques. Une confrontation dans la cabine d'un avion est tout à fait admissible. Julien faillit sourire. Le capitaine avait apporté un couteau à une fusillade, et la vlogueuse avait pour elle un diplôme de droit en recherche. Corian était sans voix, coincé entre le téléphone dans la main de Gessa et le regard impassible de Julien. Chaque seconde d'attente le faisait paraître plus insensible, plus incompétent. Julien profita de son avantage. La retransmission en direct n'a rien à voir avec le problème principal, capitaine, dit-il, sa voix interrompant la paralysie de Corian. Vous êtes le pilote aux commandes. La décision vous appartient. Une passagère est désormais privée de ses médicaments essentiels à cause de votre équipage. Son état va se détériorer, c'est une certitude médicale. Continuer vers votre destination prévue est un acte de négligence volontaire, c'est une certitude juridique. Quelle est votre décision ? Il avait parfaitement tendu le piège. En déclarant officiellement Maya inapte au vol, il avait transféré la charge juridique sur les épaules du commandant de bord. Si Corian persistait et que Maya faisait une grave rechute à l'atterrissage ou, pire, pendant la descente, lui et la compagnie aérienne seraient sans équivoque responsables. Les enquêtes du NTSB et de la FAA seraient brutales, et l'avertissement diffusé en direct et en direct serait indéfendable. La carrière de Corian serait terminée. Corian fixa Julien, les rayures dorées sur ses épaules semblant soudain l'alourdir. Il regarda vers le cockpit comme si des réponses pouvaient s'afficher sur le tableau de bord. Finalement, il se tourna vers Sarah. « Appelez le central », dit-il en serrant les dents, d'une voix basse et vaincue. « Prévenez-les que nous avons un problème médical passager nécessitant un atterrissage prioritaire. Trouvez l'aéroport le plus proche. Nous nous déroutons sur Denver. » Une vague de soulagement soudaine et irrésistible submergea Julien. Ce n'était pas une victoire, pas encore, mais un retour au bord du gouffre. Annelise laissa échapper un soupir tremblant à côté de lui, sa main serrant fermement son bras. Le capitaine lança un dernier regard venimeux à Julien. « La sécurité au sol et les ambulanciers nous attendront à l'embarquement, docteur. Une enquête approfondie sera menée. » « Je m'en réjouis, » dit Julien d'une voix calme. « Je te suggère d'ajouter ton représentant syndical à ta liste de contacts.
Alors que le capitaine Corian et Sarah se hâtaient de retourner à l'avant de l'avion, un nouveau bruit emplit la cabine. La voix du capitaine grésilla dans le système de sonorisation. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Suite à un problème médical imprévu chez un passager, nous allons dérouter notre vol et atterrir à l'aéroport international de Denver. Nous comprenons que cela perturbe considérablement votre voyage et nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. Notre personnel au sol à Denver vous fournira plus d'informations concernant les changements de réservation. Personnel navigant, veuillez préparer la cabine pour l'atterrissage. » Une vague de gémissements et de murmures de frustration parcourut l'avion. Les passagers sortirent leur téléphone, l'agacement gravé sur leur visage, tandis qu'ils commençaient à réorganiser leur vie. Mais pour les Vance, c'était le plus beau son du monde. Mais le drame était loin d'être terminé. Le déroutement vers Denver allait prendre plus d'1 heure, et alors que l'avion entamait son lent virage vers l'ouest, un nouveau problème que Julian avait prédit mais que le commandant de bord avait ignoré commença à surgir. Un autre agent de bord, un jeune homme à l'air désemparé et dépassé, s'approcha de leur rangée. « Docteur Vance ?» « Oui, » répondit Julian. « Le commandant de bord m'a demandé de vous informer qu'il y a un problème. En raison de notre départ retardé de JFK, et maintenant de ce déroutement, à notre arrivée à Denver, l'équipage aura dépassé le temps imparti. » Julian hocha lentement la tête, comprenant déjà. « Vous avez dépassé le nombre maximal d'heures de service autorisé par la réglementation de la FAA ? » « Oui, monsieur, » confirma le jeune steward. « Ce qui signifie que ce vol ne poursuivra pas son vol vers San Francisco aujourd'hui. Il faudra trouver un nouvel équipage. L'avion est immobilisé à Denver pour la nuit. » La frustration des passagers face au déroutement allait se transformer en une vague de colère. Dans sa quête pour sauver sa fille, Julian Vance avait, suite aux défaillances successives de la compagnie aérienne, cloué au sol l'intégralité du vol. L'homme assis de l'autre côté de l'allée, qui lui avait offert son soutien plus tôt, se contenta de secouer la tête et de siffler doucement. « Waouh » dit-il. Il a marmonné que l'hôtesse de l'air avait vraiment choisi la mauvaise personne avec qui s'en prendre. Jessa, la vlogueuse, continuait son streaming. Elle a retourné sa caméra pour montrer son visage et a dit à son public « Vous assistez aux conséquences en temps réel de la négligence et de la discrimination des entreprises. » Une hôtesse de l'air nommée Claire a jeté les médicaments contre le cancer d'un adolescent noir. La compagnie aérienne ayant refusé de l'aider, son père, médecin, a forcé un détournement. Maintenant, à cause des retards, le vol est entièrement annulé. Ce n'est pas seulement un cauchemar de voyage, mes amis, c'est ce qui arrive lorsque les préjugés d'une personne sont soutenus par tout un système. Et il semble que, pour le vol 732 d'Assan Air, le karma atterrisse à Denver. Julian regarda Maya. Elle le regarda avec un mélange d'admiration et de peur dans les yeux. Il avait déplacé l'objet immobile. Mais tandis que l'avion descendait vers les lumières de Denver, il comprit que ce n'était que la fin du commencement. La bataille aérienne était terminée, la guerre au sol allait commencer. Quelque part près du front, Claire Thornton commençait à comprendre que la trousse de médicaments qu'elle avait jetée négligemment allait lui coûter tout. Dès que les roues du Boeing 777 ont touché le tarmac de l'aéroport international de Denver, une tension palpable s'est installée dans la cabine. Les gémissements de frustration des passagers déroutés se sont transformés en une colère sourde et latente. Pour eux, le vol était terminé, ils étaient bloqués dans une ville à des centaines de kilomètres de chez eux. Pour la famille Vance, l'épreuve entrait dans une nouvelle phase d'incertitude. Alors que l'avion roulait vers la porte d'embarquement, Julian vit la rébellion de Maya s'enflammer, ses pores se dilatent, ses paupières sont lourdes d'une fatigue insupportable qu'aucun sommeil ne peut apaiser. « On est au sol, ma puce », murmura-t-il en lui caressant les cheveux. « On va t'emmener à l'hôpital et régler ça. » La passerelle s'est enclenchée avec un bruit sourd, mais avant que le signal sonore de ceinture ne s'éteigne, la voix froide et solennelle du commandant de bord s'est fait entendre dans le système de sonorisation. « Pour la famille de la rangée 14, veuillez rester à votre place. Les ambulanciers et les représentants de la compagnie aérienne embarqueront pour vous parler. Tous les autres passagers, veuillez descendre de l'avion en bon ordre. » C'était un acte délibéré d'isolement, les présentant comme le problème, la source du malheur de tous. Tandis que les autres passagers sortaient, un torrent de regards furieux et de murmures s'abattait sur eux. « Merci beaucoup », grommela un homme. « Je rate le mariage de mon frère. »« Tu aurais dû prendre tes foutues pilules à la maison », siffla une autre femme. Julian protégea Maya du pire, son corps constituant une barrière physique contre leur hostilité.
La main d'Annelise serrait son bras comme un étau, ses jointures blanchissant. Puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. Jessa marqua une pause en passant devant leur rangée. Je reste, dit-elle doucement. Mon stream est toujours en ligne. Le monde a besoin de voir comment il vous traite sur le terrain, aussi. Un homme de l'autre côté de l'allée s'arrêta également. J'ai fait ma déposition à l'agent principal, dit-il à Julian. J'ai tout vu. Votre famille était calme et c'était elle l'agresseur. Je m'appelle Robert Pinsky, je suis avocat. Voici ma carte. S'il vous cause des ennuis, appelez-moi. C'est gratuit. Julian prit la carte, un instant sans voix. Merci, parvint-il à dire, la voix chargée d'émotion. Au milieu de l'hostilité, ces petits gestes de solidarité étaient une bouée de sauvetage. Une fois le dernier passager débarqué, un nouveau groupe de personnes monta à bord, 2 ambulanciers, au visage professionnel et neutre, 2 agents de sécurité d'Ascent Air, sévères, et un directeur d'aéroport harcelé, la cravate déjà desserrée. Derrière eux se tenait Claire Thornton, pâle et provocante. On lui avait ordonné de rester et d'affronter la musique qu'elle composait. L'ambulancière en chef, une femme calme nommée Linda, s'agenouilla près du siège de Maya. « Bonjour, dit-elle doucement. J'ai entendu dire que vous ne vous sentez pas bien. Pouvez-vous me dire ce qui se passe ?» Pendant qu'Annelise et Maya discutaient avec les ambulanciers, Julian se leva pour affronter les autorités. Le directeur de l'aéroport, M. Henderson, s'avança. « Dr Vance, commença-t-il d'un ton empreint de formalité, nous sommes confrontés à une situation très grave, un déroutement de vol, une immobilisation totale au sol, plus de 200 passagers déplacés. Nous avons reçu des rapports faisant état d'une perturbation et d'un non-respect des règles par les passagers. » Le regard de Julian devint froid. Une nuisance passagère? Soyons clairs, la seule nuisance sur ce vol a été causée par votre employée, mademoiselle Thornton. Il désigna Claire du doigt, qui tressaillit. Elle a sexiste ma fille, porté des accusations sans fondement et détruit volontairement plus de $18 000 de médicaments essentiels, au mépris du protocole et des bonnes mœurs. Le détournement et l'immobilisation ne sont pas le problème, c'est la conséquence de cet acte initial. N'essayez pas de recadrer les choses. Claire s'avança, la voix tremblante mais teintée de venin. Il me menaçait. Il était agressif. Lui et sa fille avaient un colis suspect. Julian l'interrompit, sa voix retentissant dans la cabine soudain silencieuse. Il brandit la carte de Robert Pinsky. Colis suspect? Il y a un autre passager, un témoin, un avocat qui a déjà fait une déclaration confirmant que nous étions calmes et que vous étiez l'agresseur. Il existe une vidéo en direct de notre conversation avec le capitaine, vue par plus de 100 000 personnes, qui corrobore mon récit. Je vous suggère, mademoiselle Thornton, d'arrêter de mentir. À l'évocation de la diffusion en direct, Henderson et les agents de sécurité échangèrent des regards paniqués. C'était une nouveauté pour eux, cela changeait tout. Ils ne se contentaient pas de gérer un passager mécontent, ils se produisaient sur la scène internationale. L'agressivité formelle d'Henderson disparut, remplacée par une tentative désespérée de limiter les dégâts. D'accord, balbutia-t-il. Reculons, Dr Vance. Notre priorité est le bien-être de votre fille. Le bien-être de ma fille aurait dû être votre principale préoccupation il y a 3 heures, rétorqua Julian. Pour l'instant, ma principale préoccupation est de l'emmener à l'hôpital universitaire du Colorado. Leur service de rhumatologie est l'un des meilleurs du pays. Votre compagnie aérienne assurera un transport médical privé pour nous y amener. Vous nous réserverez également une suite dans un hôtel voisin pour un séjour à durée indéterminée et prendrez en charge intégralement nos frais médicaux liés aux agissements de votre employé. C'est le strict minimum, et c'est non négociable. Henderson eut l'air giflé. Il commença à bafouiller sur les règles et procédures, mais Julian l'interrompit. Il n'y a pas de règles pour ça, dit-il. Vous êtes en terrain inconnu, et croyez-moi, vous ne voulez pas de moi comme guide. Défait, Henderson hocha la tête et se mit à taper furieusement sur son téléphone. Linda, l'ambulancière, se leva. Dr Vance, votre fille est stable, mais sa tension artérielle est élevée et son rythme cardiaque est tachycardique. Compte tenu de son état et du manque de médicaments, elle a besoin d'une évaluation immédiate. Alors qu'il s'apprêtait à aider Maya à s'installer dans un fauteuil roulant, Julian se tourna une dernière fois vers Claire Thornton. Elle se tenait seule, regardant sa carrière se dégrader, les dirigeants la considérant désormais comme un fardeau à contenir.
Elle regarda Julien, ses yeux implorant sa compréhension. « J'ai un fils », murmura-t-elle si bas que lui seul pouvait l'entendre. Il avait un problème de drogue. J'ai vu le sac et je me suis dit. Julien croisa son regard. L'espace d'un instant, il ressentit une pointe d'autre chose que de la rage, de l'empathie pour une personne dont le traumatisme avait déformé sa vision du monde. Mais cette pointe fut instantanément anéantie par l'image du visage terrifié de Maya. « Votre traumatisme n'est pas le fardeau de ma fille, dit-il d'une voix dénuée d'émotion. Vous n'avez pas vu une menace, vous avez vu une cible. Vous avez vu ce que vos préjugés vous permettaient de voir, et vous avez choisi d'agir en conséquence. Vous n'avez pas posé de questions. Vous n'avez pas vérifié. » Sur ce, il se détourna, prêt à se battre pour Maya au sol. « Tu n'avais pas essayé de calmer le jeu, tu l'avais accusé, confisqué les médicaments de sa fille et les avais détruits. Claire, tu avais mérité ce qui t'attendait. » Lui tournant le dos, Julien s'approcha de Maya, qu'on poussait doucement vers la passerelle. Annelise marchait à ses côtés, lui serrant la main. Au bout du pont, alors qu'ils entraient dans le terminal, une petite foule se tut. Jessa continuait la diffusion en direct, le personnel de l'aéroport, les autres passagers qui avaient vu la retransmission, et même une équipe de télévision locale s'était rassemblée. Mais lorsque Maya passa, personne ne vit le chaos ni les perturbations, seule une jeune fille, victime et courageuse, s'était manifestée. Quelques applaudissements hésitants s'élevèrent d'abord, puis se transformèrent en une vague de soutien et d'empathie qui submergea la famille Vance. Les yeux de Julien se remplirent de larmes, il avait affronté seul la puissance d'Assanr, mais il n'était plus isolé. La vérité, amplifiée par d'innombrables voix, avait percé. Escorté vers la sortie, Julien jeta un coup d'œil par la fenêtre à la porte B52. Là, la sécurité de l'entreprise emmena Claire Thornton, le visage blême, son jugement ne faisait que commencer. Pourtant, Julien savait que le véritable karma ne résidait pas seulement dans sa perte, c'était l'occasion de construire quelque chose de meilleur à partir des décombres. 6 mois plus tard, le monde avait changé pour tous ceux qui avaient été touchés par le vol 732 d'Assanr. L'automne frais de Denver avait laissé place à l'hiver rigoureux de Baltimore, mais pour les Vance, une nouvelle vie commençait. La diffusion virale de Jess avait fait boule de neige et avait fait l'objet d'un article national, faisant d'Assanr l'exemple même de la responsabilité d'entreprise. Dans les 36 heures qui ont suivi l'incident, la compagnie aérienne a affrété un jet privé pour livrer de nouveaux médicaments à Maya, a pris en charge tous les frais médicaux et a présenté des excuses publiques en direct à la télévision à la famille Vance. L'état de Maya s'était stabilisé grâce aux soins des meilleurs médecins de Denver. Bien que son séjour à Stanford ait été reporté, l'université a non seulement honoré sa bourse, mais l'a également invité à rejoindre un prestigieux programme de recherche d'été sous la direction du Dr Evans lui-même. Son rêve, autrefois presque éteint, brûlait désormais plus fort que jamais. Mais les excuses et les indemnisations ne suffisaient pas à Julien. Il avait constaté avec quelle facilité les préjugés pouvaient être instrumentalisés, et comment les institutions pouvaient les cautionner sans réserve. Avec l'aide bénévole d'avocats spécialisés dans les droits civiques, dirigés par Robert Pinsky, Julien et Annelise ont intenté un procès historique contre Assanr. Ils ne demandaient pas seulement des dommages et intérêts, ils exigeaient des réformes systémiques ordonnées par le tribunal, une meilleure formation, des protocoles de désescalade clairs et des politiques explicites de manipulation des dispositifs médicaux. La déposition de Claire Thornton est devenue la clé de voûte de leur affaire. Dans la salle de conférence stérile, Julien observait les avocats d'Assanr, dont les honoraires étaient considérables, tenter de sauver la situation. Autrefois calme et confiante, Claire paraissait désormais hantée et décoiffée. Sous un interrogatoire serré, sa défense s'effondra, elle admit avoir cherché en ligne, adolescent faisant du trafic de fentanyl, et s'être renseigné sur un forum de parents de toxicomanes, puis avoir laissé son traumatisme personnel dicter sa conduite au lieu de suivre les procédures de la FAA ou de l'entreprise. 2 mois plus tard, Assanr acceptait l'un des plus importants accords de l'histoire de l'aviation, hors accident. Le montant était faramineux, mais les conditions non financières étaient plus importantes encore. Les 20 000 employés en contact avec la clientèle devaient suivre le protocole Maya Vance, obligatoire, d'une durée de plusieurs jours, couvrant la sensibilisation au handicap, la gestion des médicaments, les techniques de désescalade et la reconnaissance des préjugés implicites. Et le consultant principal pour ce programme ? Le docteur Julien Vance lui-même. La vie de Claire Thornton était ruinée, sans emploi, sans retraite, sans amis dans l'industrie et des frais juridiques exorbitants. Son histoire était devenue un avertissement, un douloureux rappel du coût des préjugés.
Pourtant, de cette obscurité naquit l'espoir. Grâce à une partie de leur règlement, les Vance fondèrent la fondation Maya S. Wings, apportant aux familles d'enfants atteints de maladies auto-immunes rares le soutien financier et logistique dont elles avaient désespérément besoin. Ce qui avait commencé comme un acte de cruauté injustifiée s'est transformé en un héritage de justice et de restauration. Ce moment unique et terrifiant, à 10 600 mètres d'altitude, a déclenché une vague de changements que personne n'aurait pu prévoir. Il a prouvé que lorsqu'une famille, armée de vérité, d'intelligence et d'une volonté inébranlable, s'attaque à un système silencieux, elle peut le mettre à genoux et reconstruire quelque chose de bien plus fort à sa place.